Alors, arrêter un traitement, idéalement, c'est ce que l'on souhaite pour chacun de nos patients, quel que soit son âge, et ceci dans l'outil, il s'agit d'un traitement curatif. Or, en pratique, on discute de l'arrêt du traitement, soit de l'arrêt permanent du traitement, c'est-à-dire un traitement qui n'a plus besoin d'être là. On discute les arrêts temporaires dans des situations particulières telles que ou dans des conditions particulières telles qu'une grossesse. Et troisième point, on discute de la désescalade. Et cette désescalade se décline en un passage d'un traitement de haute efficacité vers un traitement de plateforme ou une gestion différente, notamment par l'espacement de dose quand il s'agit d'une thérapeutique de haute efficacité. En pratique, pourquoi on est face à une difficulté? C'est que on manque de data. La question n'est posée que depuis quelques temps, quelques années, et on manque de données pour y répondre, en particulier parce que les essais cliniques qui ont permis l'introduction des différents DMTs, eh bien, ces essais cliniques ont parmi leurs critères d'inclusion le fait que l'âge devait être inférieur à 55 ans en général. Sur quels critères sélectionner les patients et comment évaluer la reprise, en fait, la possibilité d'arrêter et comment évaluer, en fait, le risque lié à l'arrêt. Ce sont des questions hautement pertinentes. Alors, pourquoi discuter de l'arrêt potentiel du traitement? Eh bien, tout d'abord parce que c'est une question qui est omniprésente dans le discours de nos patients. Deuxièmement, le pronostic de nos patients sur le long terme s'est amélioré, comme l'a dit Thibaut, en raison de prise en charge, et je ne parle pas que de traitement, mais c'est d'une prise en charge globale qui s'est très nettement améliorée et qui a donc permis à des patients d'arriver à des âges avancés et souvent avec un état de santé qui leur permet d'avoir de l'espoir. Et donc, nous sommes face à de plus en plus de patients qui sont âgés de plus de 50 ans et même de 60 ans, et y compris chez nous. Les traitements sont de plus en plus puissants et donc posent des problèmes quant à la gestion du risque sur le long terme. Et on a parlé de l'hypogamma. Ayman a souligné que l'hypogamma était plus fréquente et plus profonde chez les personnes âgées. Thibaut a parlé d'immunosénescence. Nous sommes dans ce cadre. Enfin, les traitements dont nous disposons sont efficaces sur l'inflammation et l'inflammation focale. Or, chez la personne âgée, l'inflammation focale est de plus en plus réduite et donc nos traitements sont peu efficaces et ils ne sont pas
efficace sur la progression. Et donc, le bénéfice de ces traitements se pose comme un réel challenge. Et pour revenir sur notre thématique d'hier après-midi, eh ben, ces traitements ont un coût et prolonger la durée du traitement avec la durée de survie de nos malades pose également un problème quant au coût de la gestion de cette maladie. Les justifications se réfléchissent surtout en termes de balance bénéfice-risque, balance liée à l'âge ou en fonction de cette tranche d'âge. Alors, les arguments en faveur d'une désescalade ont été très largement et brillamment étudiés lors du workshop organisé par l'ECTRIMS en 2024 et dont la publication a été réalisée dans Brain en 2025. Les arguments en faveur, c'est d'abord la réduction de l'inflammation avec l'âge et en particulier, comme je l'ai dit, de l'inflammation focale, mais c'est aussi, cette inflammation se réduit aussi avec la durée d'évolution de la maladie. Et donc, on a généralement une double composante. L'âge intervient, la durée d'évolution intervient également. Le deuxième point, c'est la réduction de l'efficacité, comme je l'ai dit, des traitements. Le troisième, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est l'association de comorbidité. Et à cette phase de la vie, la comorbidité cardiovasculaire, métabolique est extrêmement fréquente. Les cancers le sont également. Et donc, cette comorbidité altère les capacités de plasticité cérébrale. Deuxièmement, elle fait évoquer le risque de polymédication et donc d'interactions médicamenteuses qui peuvent être préjudiciables aux patients. Il y a aussi un facteur qui est inhérent et qui va impacter sur l'adhésion du patient au traitement et qui relève de la lassitude, traitement pendant tant d'années, avec souvent une perception pas très positive de l'efficacité de ces traitements. Et deuxièmement, à cet âge-là, il y a tout ce qui peut être inhérent à l'atteinte psychocognitive, donc la dépression et le déclin cognitif. À cet âge-là, c'est aussi le risque infectieux et la réduction de la réponse vaccinale qui soulève la problématique du concept d'immunosénescence. J'ai emprunté ce schéma à l'article de Brain. Est-ce que tu as un pointeur, Hicham? Non. Et donc, nous voyons qu'avec l'évolution, l'immunosénescence augmente, les comorbidités augmentent, la probabilité de l'inflammation diffuse augmente. Par contre, la probabilité des poussées se réduit. Alors, l'immunosénescence, qu'est-ce qu'on peut en dire chez nos patients? Tout d'abord, c'est que l'âge biologique et l'âge physiologique ne sont pas en phase forcément ou obligatoirement avec l'âge chronologique. L'âge chronologique est souvent mis à défaut. L'âge
biologique est impacté par la génétique, par l'hygiène de vie, notamment chez cette population, à côté des facteurs alimentaires aussi, l'activité sportive, mais aussi l'exposition à des toxiques tels que le tabagisme. Il y a aussi un impact de la part des facteurs environnementaux et l'exposition à la pollution en est un élément très important. Les pathologies associées vont accélérer le vieillissement et donc on a une immunosénescence plus importante du fait de la sclérose en plaques et du fait des pathologies associées. Alors, quelques conséquences à cette immunosénescence qui va impacter en réduisant ou en réduisant l'immunité innée, mais aussi l'immunité adaptative avec la lymphopénie. Donc, parmi les conséquences, on va avoir une multiplication au-delà de 50 ans, ça ne passe pas. Au-delà de 50 ans, on va voir le risque de développer une lymphe chez les patients qui sont sous natalizumab multiplié par 2. Le risque absolu d'infection augmente avec l'âge, indépendamment de la forme clinique de sclérose en plaques et indépendamment de l'EDS. Ceci ressort de l'analyse du registre suédois qui comporte plus de 8000 patients. L'incidence des infections herpétiques et du zona est connue pour être plus fréquente chez les personnes âgées, et ce, d'autant plus qu'ils sont immunosupprimés, donc sous un immunosuppresseur ou un immunomodulateur, et ce d'autant plus qu'ils sont en situation de handicap. Thibault a fait allusion et a donné les résultats essentiels de ces essais cliniques. L'étude DISCOMS qui a porté en fait sur les thérapeutiques de plateforme, c'est une étude randomisée de phase 4 en simple aveugle. Elle a porté sur 259 patients âgés de plus de 55 ans et la sclérose en plaques était stable, sans activité depuis plus de 5 ans. L'objectif, c'était de comparer arrêt versus poursuite du traitement et d'établir est-ce qu'il y a une supériorité. Le résultat a été que l'arrêt était inférieur à la poursuite avec un risque de réactivation 2,9 fois supérieur dans la population donc qui avait arrêté le traitement. Il n'y a pas, par contre, de différence en termes de progression du handicap. Et donc, la conclusion de cette étude, c'est que l'arrêt est possible chez certains patients, stable, mais sous surveillance stricte. L'essai DOT-MS a porté, quant à lui, sur 89 patients âgés de plus de 55 ans, stable depuis au moins 3 ans, et cet essai clinique qui visait à comparer l'arrêt versus la poursuite des traitements de plateforme a été interrompu car il a montré ou on a observé
en fait une reprise évolutive dans la population qui avait arrêté le traitement, alors que dans la population qui poursuivait le traitement, il n'y a eu aucun stigmate d'activité clinique ou radiologique. Donc, la conclusion, c'est que ça confirme qu'il y a un risque accru de reprise de l'activité inflammatoire après un arrêt thérapeutique. L'étude du registre OFSEP dont a parlé Thibaut, quant à elle, comporte, donc ce registre comportait 308 patients de plus de 50 ans qui étaient, quant à eux, soumis à des traitements de haute efficacité, natalizumab, fingolimod ou anti-CD20. Les résultats, c'est que c'était fonction du type de molécule. Le risque de rechute est 4 fois supérieur après arrêt du natalizumab, avec un odds ratio de 7,2, et dans la population traitée au fingolimod, là aussi, il y a un risque accru de rechute qui est de 4, avec un odds ratio de 4,5. Il n'y a pas d'augmentation significative après l'arrêt d'un anti-CD20, rituximab, ocrelizumab, en l'occurrence, dans ce registre. Donc, en conclusion, le risque est variable pour les molécules de haute efficacité. Donc, là, c'est un article qui a repris, en fait, ces 3 études avec leurs conclusions. Alors, si on reprend notre balance bénéfice-risque et que on regarde plutôt maintenant les arguments qui sont contre. Le risque de rebond observé surtout après l'arrêt du natalizumab ou du fingolimod a été ce risque est estimé entre 10 et 30%. Le risque d'accélération de la progression après arrêt existe, et ce d'autant que la maladie était déjà progressive avant l'arrêt. Et la capacité de récupérer après une poussée dans cette population est moindre compte tenu de la déficience des capacités de remyélinisation ou d'un système défectueux. Alors, quels sont les scénarios types de désescalade? Et là, dans désescalade, on inclut arrêt et désescalade. Premier scénario, c'est les patients atteints de CEP, âgés de plus de 55 voire 60 ans, sans activité depuis au minimum 5 ans. Le deuxième scénario, c'est les patients progressifs inactifs, avec là un arrêt qui peut être envisagé après 5 ans de non-activité, et ce, d'autant plus que le DSS est élevé, supérieur ou égal à 7. Troisième scénario, chez les sujets jeunes, avec des risques particuliers, une comorbidité importante, par exemple les cancers ou des infections sérieuses. Le quatrième scénario, c'est en cas de grossesse planifiée, l'arrêt ou l'ajustement temporaire se discute, donc là, en fonction du type de DMT que la patiente prenait. La stratégie de désescalade en fonction des DMTs est illustrée dans ce tableau. On voit que pour les traitements dits de plateforme, les interférons, l'acétate de glatiramer, le diméthylfumarate et le terriflunomide,
l'arrêt est possible et il n'y a pas de phénomène de rebond. Et le risque est estimé à faible, moyennant un suivi clinique et IRM suffisant. Le fingolimod, on a dit que le rebond était élevé et qu'il fallait de ce fait éviter l'arrêt brutal du traitement. Le sevrage d'un traitement au fingolimod, devrait passer par un relais, de préférence par un anti-CD20. Le natalizumab, l'effet de rebond est important et il n'y a pas d'arrêt sans relais. Le relais se fera de préférence là aussi vers un anti-CD20 ou le fumarate ou les thérapeutiques permettant la reconstitution. Les anti-CD20, quant à eux, le phénomène de rebond est faible, voire inexistant, et la désescalade se réfléchit en espacement ou en réduction de dose. Les thérapeutiques de reconstitution, quant à elles, leur schéma d'administration fait que le risque de rebond est faible ou n'existe pas, et la désescalade est en fait intrinsèque à leur mode d'administration. J'ai repris ce schéma en fait par rapport à la désescalade en fonction du type de médicament. Et donc, si nous avons une population de plus de 50 ans stable depuis plus de 2 ans et sans pousser depuis plus de 9 ans, c'est fonction du type de traitement. Donc, si le patient est sous plateforme, la désescalade tout à fait envisageable. Si il s'agit, par exemple, du fingolimod ou du natalizumab, le risque de rebond est important et donc il préconise le switch. Par contre, pour les anti-CD20, il conclut que les datas sont insuffisantes. On peut réfléchir la désescalade en espacement de dose et toujours peser le rapport bénéfice-risque. Et un élément essentiel, c'est la qualité du suivi ultérieur. Le travail, les résultats du workshop de l'ECTRIMS publié donc dans Brain et auquel j'ai déjà fait allusion tout à l'heure et dont j'ai présenté les conclusions en fait. Si l'on est chez un patient de plus de 55-60 ans qui n'a pas fait de poussée depuis plus de 5 ans avec une IRM sans activité, il faut considérer la désescalade. Et cette désescalade est fonction par rapport à la nature du traitement. Si c'est un plateforme, on stoppe. Si c'est un traitement permettant la reconstitution, on peut stopper. Les anti-CD20, l'extension de dose. Quant au fingolimod et tizabri, pas de stop, et plutôt un switch. Si on n'est pas avec 0 poussée les 5 dernières années, il ne faut pas envisager d'arrêter le traitement, et il en est de même s'il y a une activité radiologique. C'est la même chose si nous avons un patient, quel que soit son âge, mais chez lequel la nécessité ou la discussion de l'arrêt du traitement s'impose. Qu'en est-il pour la grossesse? La grossesse, c'est fonction
d'abord et avant tout de la nature du traitement qui est pris par la femme avant la grossesse. Il y a des traitements pour lesquels l'arrêt est obligatoire avant toute conception, et pour d'autres, elle peut être envisagée une fois que la femme est enceinte, voire même maintenue au cours de la grossesse. Les interférons peuvent être maintenus, le natalizumab peut être maintenu jusqu'à la 30-34e semaine, et ceci pour éviter le phénomène de rebond, et on administre la cure suivante immédiatement après l'accouchement. Le fumarate est à stopper à la conception. Le terriflunomide, là, il demande une gestion beaucoup plus délicate. Il faut l'arrêter bien en amont ou procéder à l'élimination accélérée. Le fingolimod, il faut envisager un switch car le phénomène de rebond, comme on l'a dit, est important et c'est un traitement qui ne peut pas être maintenu en cours de grossesse. Les anti-CD20, c'est le bridge ou bien, en fait, maintenir le traitement. 2 minutes. En pratique, la désescalade, on tient compte de l'âge, on tient compte de la durée d'évolution, on tient compte de la forme clinique, des antécédents et de la nature du traitement. La surveillance après arrêt du traitement, elle est clinique, elle est IRM et les biomarqueurs sont prometteurs, mais pas encore au point. Et toujours se concerter avec le patient en vue d'une prise de décision éclairée. Les guidelines marocaines, qu'est-ce qu'elles ont proposé pour cette situation d'arrêt du traitement? Peut-on arrêter un traitement de fond? Quand et comment? Le traitement par une molécule de plateforme peut être arrêté, mais nous sommes dans les mêmes conclusions que celles que je viens d'exposer, donc je ne vais pas les répéter. Les traitements de haute efficacité dans les formes stables de CEP, il n'est pas recommandé d'arrêter un traitement de haute efficacité, mais en cas de stabilité, même en cas de stabilité clinique et radiologique, il faut plutôt procéder à une désescalade, soit inhérente au même médicament par l'espacement ou son processus, son mode d'action, soit par un switch. Faut-il arrêter le traitement dans les formes évoluées? En cas de CEP, où le DSS est supérieur à 7,5, il est recommandé de considérer un arrêt de traitement en tenant compte de la balance bénéfice-risque et, bien entendu, là aussi, après l'accord du patient. En conclusion, la désescalade, oui, la réfléchir, la proposer, la discuter, mais ceci à certaines conditions. Aujourd'hui, nous manquons de data. Il y a une étude prospective randomisée qui est en cours et dont les résultats vont sortir en 2026. Le risque n'est pas négligeable de réactivation et il faut avoir en tête ce point et donc ne pas se précipiter vers un arrêt. Et enfin, la décision tient compte du vieillissement, de la sécurité, de la comorbidité, en particulier cardiovasculaire, oncologique, métabolique, de la qualité de vie du patient et de son souhait. Je vous remercie.